Watch trading, je me suis dit, qu'est-ce qui est bizarre, qui n'a aucun sens à faire on-chain et qu'est-ce que je pourrais utiliser comme heuristique pour différencier le watch trading du reste. L'analyse on-chain est fondamentale à une bonne partie de leur business parce que si tu le fais pas, les autres le font et les autres, et du coup, ils ont un edge sur toi. En plus, quoi. Exactement. Et du coup, t'as tout intérêt à le faire. Ils sont pas encore mis en avant, alors qu'en fait, tu pourrais les mettre en avant beaucoup plus facilement. Par exemple, tout ce qui est les volumes des DEX, etc. C'est facile d'avoir une wallet et dans la même wallet, dans la même transaction même, de faire 3 fois back and forth des grosses sommes pour qu'au final, sur les volumes, ça paraisse énorme. Mais en fait, c'est pareil, c'est exactement comme le watch trading de NFT. C'est du faux volume. Il y a aussi tout ce qui est du côté des L1 et des L2, parce qu'on a toujours des putains de L1 et des putains de L2 qui nous disent « Regardez, on a X milliards de transactions et X milliards ou millions de daily active users. » Est-ce qu'il y a des noms qui te viennent en tête ou genre des trucs que tu trouves vraiment aberrants? Est-ce que d'ailleurs tu as surveillé l'activité on-chain pendant la faillite de FTX ou pas? Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai le plaisir de recevoir Hildebi, qui est tout simplement analyste on-chain pour le VC Dragonfly. Pour le coup, j'ai vu pas mal de ces analyses et pas mal de ces dashboards traîner sur Twitter et je me suis rendu compte en cours de route que en fait il était français, il était des nôtres et je me suis dit que ça pourrait être intéressant un petit peu de parler de ton travail parce que à la fois tu travailles dans un VC, à la fois tu amènes une certaine pratique qui est pas forcément ultra commune dans l'écosystème, on est vraiment en full trading, etc. et donc qui est l'analyse on-chain. Et je me suis dit, qui de mieux positionné pour parler d'analyse on-chain, surtout que derrière, ça peut être des données qui peuvent être utiles au fond, qui peuvent permettre de la prise de décision ou de l'aide à la prise de décision. Et c'est pas quelque chose qu'on voit forcément du côté Twitter, en tout cas du côté retail, c'est un peu un truc en backstage. Donc je suis très 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 content de te recevoir. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation aussi rapidement. Et je te laisse tout simplement te présenter. Merci beaucoup de me recevoir. Déjà, ça fait très plaisir d'être là. Et bonjour, je m'appelle Hildebi. Enfin, je m'appelle Hildebert. Mon pseudonyme Twitter est Hildebi, qui est une combinaison de mon prénom et d'un de mes surnoms en anglais. Et je travaille du coup sur l'analyse on-chain depuis maintenant 3 ans. Depuis 2 ans chez Dragonfly et avant ça en freelance. J'ai commencé en fait en faisant ça comme par curiosité, en regardant essayer de comprendre comment fonctionne la crypto et du coup, j'ai découvert Dune, qui est une plateforme d'analyse de data, qui me donne accès à tout ça et qui me permet de pas avoir à set up toute ma pipeline et de pas avoir ça serait très difficile en fait, très difficile, mais c'est du travail à set up tout ça si jamais tu veux avoir un dashboard qui continue à être rafraîchi en temps réel et tout. Et du coup, tout ça m'enlève ce travail-là. Ça me permet de me focus sur l'analyse, mais aussi de la data science. Ça peut être de créer des datasets grâce à ce qui est là, mais aussi en uploadant en taguant différents adresses, etc. Donc il y a plein de trucs et je suis trop content de mon travail. Il y a tellement de choses à analyser. Je trouve qu'en tant que data scientist, la crypto est un secteur qui est pas assez bien compris par beaucoup de data scientists du monde traditionnel et je trouve que il devrait y en avoir plus qui comprennent tout que est open en fait, source en fait. Tout est ouvert, t'as accès à tout, contrairement dans des mondes, dans des sociétés plus traditionnelles ou dans des secteurs plus traditionnels, cette data, ça va être la société qui va te la fournir et tu auras accès à cette data quand quand tu es au sein de la société, mais tu n'auras pas forcément accès à la data. Il faut la payer déjà. C'est ça. C'est pas libre d'accès, donc c'est totalement différent et je trouve que ça apporte un truc qui est quand même fou et tu peux être indépendant tout seul au fin fond du bout du monde juste avec une connexion internet et faire des dashboards sur des trucs hyper intéressants qui aident à beaucoup de gens sur essayer de comprendre et de voir les métriques qui représentent comment le secteur fonctionne et à quel est-ce qu'il est en forme, est-ce qu'il y a des périodes où ça va moins bien, etc. Pour le coup, moi j'utilisais surtout ton dashboard lié aux ETF Bitcoin. Je pense que c'est une de tes belles créations qui te mange certainement pas mal de temps. Et puis au final, en parcourant ton profil sur Dune, etc., je me suis rendu compte que j'utilisais aussi d'autres dashboards. Donc écoute, belle coïncidence et très content de t'avoir. J'ai cru comprendre que tu avais fait aussi pas mal d'autres choses avant Dragonfly, notamment que tu étais passé chez Kaiko et que plus largement tu faisais de la data science avant peut-être d'être à fond crypto. Qu'est-ce que tu faisais exactement avant la crypto ou même avant Dragonfly? Alors j'ai commencé, j'ai fait mes études en Hollande, donc j'ai commencé à Maastricht et en rentrant de mon bachelor qui était sciences un petit peu générales, mais au fur et à mesure des années, je me spécialisais sur la data science, la physique et la programmation.
Je trouve ça très intéressant. Et ensuite, j'étais un peu perdu. Je savais pas exactement ce que je voulais faire plus tard. En fait, j'ai eu une chance, c'est que je connais la CEO de Kaiko, qui est ma cousine, et qui m'a permis d'avoir un stage chez elle. Que j'ai adoré, c'était trop bien, et j'ai hésité à rester, mais mes parents m'ont convaincu pour que je retourne faire mes études après, et que je fasse un master après ça. Et donc j'ai adoré. Donc là-bas, je travaillais sur c'était pas de l'analyse de données, parce que c'était plus faire en sorte que la data soit clean, et que ça soit qu'il n'y ait pas de problème en fait, parce que c'est de la data centralisée, donc c'est pas du tout aussi facile d'accès comme en le reste de la crypto. Donc c'était l'intérêt de Kaiko, c'est de faciliter en fait cet accès, et de faire en sorte que tu puisses avoir un abonnement et avoir accès à tout ça sans que tu aies besoin de faire exactement. T'as pas besoin d'aller query à chaque échange individuellement, et faire t'as tout un travail qui du coup fait pour toi. Et donc c'était très intéressant. Par contre, j'ai réalisé que donc je suis retourné faire mon master cette fois-ci à Amsterdam, où je me suis focusé sur le computer science, donc tout ce qui est du modeling, et j'ai adoré ça. Il y a eu le Covid à un moment. Pendant le Covid, je m'embêtais un peu comme de gens, et du coup j'étais toujours intéressé par la crypto, et c'est là que j'ai commencé à regarder sur Dune et à jouer un peu avec l'outil, à commencer à faire des dashboards. Et au début, je savais pas très bien ce que je faisais. Ça prend du temps à comprendre et tout, et au début je savais même pas coder en SQL. J'ai appris à coder en SQL sur Dune, et je forquais en fait. Tu peux voir ce que d'autres ont fait, et reprendre leur code et le modifier. Et fork en gros d'une certaine manière. Voilà. Et c'était donc j'ai commencé à apprendre comme ça, et au fur et à mesure c'est devenu de plus en plus intéressant pour moi, et du coup je mettais de plus en plus de temps dedans. Et j'ai commencé, c'était il me semble l'été 2021, qui était l'été des NFT. Je crois que c'est 2021. Et du coup là j'ai commencé à faire des dashboards sur NFT qui ont commencé à prendre pas mal en prise de vue. Je vais en montrer un à l'écran pour que ce soit plus parlant exactement. Voilà. Donc là, en gros, c'était un dashboard que j'ai commencé donc il y a très longtemps sur l'écosystème Ethereum, comment se passe, quelle est l'activité des NFT au fur et à mesure du temps. C'était sur le principe, ça c'est assez simple, parce que c'est donc t'as des tableaux qui sont créés par Dune, et qui sont aussi, qui sont créés par des contributeurs de Dune, qui à la base je ne savais pas, mais c'est des gens comme moi qui vont aider à contribuer. À cette époque-là, je contribuais pas du tout au dataset, mais j'utilisais ce dataset. Et en fait, au fur et à mesure, donc tout se passait très bien, jusqu'à ce que en 2022, il y a Luxor qui a été lancé, et en fait, donc j'ai ajouté leur data, et puis très rapidement, leur data avait un peu l'air très bizarre, parce que on voyait que c'était pas très organique, parce qu'il y a des trends qui matchaient aucun autre échange, et ça avait pas trop de sens. Et du coup là, on m'a aussi critiqué ma data en me disant mais oui, mais du coup en fait faut que tu enlèves le wash trading, parce que sinon ta data elle est nulle. Le problème c'est qu'il n'y avait pas encore d'algorithme de wash trading, il n'y avait pas de façon de bien enlever. Donc du coup c'est ce que j'ai créé. J'ai créé un algorithme public qui filtre donc la data de wash trading, et du coup je voulais donc apprendre à filtrer tout ça. Donc la façon que j'ai eue, c'est de façon programmatique, parce que j'ai pas envie les méthodes jusque-là, comme c'était encore assez minime en termes de collections qui étaient affectées, de collections d'NFT, et elles étaient toutes taguées manuellement. Donc même OpenSea, etc. J'étais en contact avec eux, et eux en interne, ils tagassaient manuellement pour leur data, ce qui est pas très, c'est hyper dur à maintenir, quoi. C'est vraiment puis surtout un travail jamais plein, quoi. Exactement, ouais, et surtout c'est même pas forcément très fair play, parce que tu peux pas dire que toute une collection, c'est pas forcément blanc et noir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des traits dans une collection qui le sont et d'autres non. Et donc comment tu fais la différence, par exemple, entre du market making et du wash trading pur? Enfin, le market making, tu vas en soi bid et ask en même temps pour faire en sorte qu'il y ait de la liquidité des deux côtés, et le wash trading, c'est le fait de pas forcément bid et ask, mais genre juste de générer des trades pour générer des trades. Et c'est justement des NFT qui vont bouger entre très peu de wallets ou les mêmes wallets pour au final générer un volume qui n'est pas représentatif de la réelle activité qu'il y a derrière la collection, et donc de la réelle demande, etc. Exactement. Wash trading, je me suis dit, qu'est-ce qui est bizarre, qui n'a aucun sens à faire on-chain, et quels sont
qu'est-ce que je pourrais utiliser comme heuristique pour différencier le wash trading du reste. Et du coup, attends, si je scrolle en bas, là il y a les 4 fils que j'ai utilisés. Donc le premier c'est simple, c'est si jamais dans la trade le seller et le buyer sont le même, c'est très bizarre. Tu peux le faire ça au niveau smart contract, mais il y a aucune Aucun plateforme user sur laquelle tu peux normal le ne faire. fait réellement ça en réalité. Exactement, exactement. Ça serait, enfin c'est bizarre. Et je pense que tu peux même pas faire sur les plateformes elles-mêmes. C'est vraiment en allant dans le smart contract et Forcer le truc, quoi. exactement. Donc ça c'est le premier. Ensuite, t'as aussi des adresses qui se passent les mêmes NFT en aller-retour constamment. Et du coup, bah si jamais je vois ça et qu'il y en a il y a au moins un aller-retour, et bah je dis que c'est du wash trading parce qu'il y a, enfin Donc le ça commence wallet à être A vend au B, le B vend au A, le A vend au B, exactement. etc. Ce qui était un pattern très commun surtout au début de l'Oxrare. Il y en avait plein qui faisaient ça avec il y avait les Mibits qui étaient à 0%, et il y avait en fait comme il y a des incentives, je parle de l'Oxrare parce que c'était la première vraiment à cette ampleur qui avait des incentives de trading qui étaient directement liés au volume de trading, ce qui fait que les gens ils se sont dit bah je vais juste faire du faux volume pour avoir des tokens, et voilà, et au final ça se passera très bien. C'est en mode extraire de la valeur, quoi. Exactement. Et en fait, donc au début j'ai commencé avec un filtre spécifique à l'Oxrare, mais t'as X2 Y2, il me semble que c'est le nom, Ouais. qui est sorti 2 ou 3 mois plus tard, et qui en fait c'était pareil. J'ai dû refiltrer, j'ai dû faire un filtre qui était maintenant plus global et dire ok bah plutôt que de dire que lui, il y a que lui qu'on filtre et on regarde comment ça fonctionne le watch trading que sur cette plateforme. En fait, il faut un truc plus global. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc l'algorithme il marche sur toutes les 13 NFT sur Ethereum, mais là il est actif sur je sais pas 15 chaînes, je pense, sur un peu peut-être entre 12 et 15 chaînes sur tout ce qui est sur Dune, et qui est une chaîne en EVM, parce que du coup ça fonctionne de la même façon sur toutes ces chaînes. La data est à la même l'input est très pareil, il y a les mêmes colonnes, enfin c'est le même input, ce qui fait que cet algorithme peut fonctionner sur est agnostique un petit peu à l'EVM sur lequel il run. Et donc ça, c'est les 2 premiers, mais t'en as 2 autres, et j'en ai même ajouté un cinquième plus tard. Donc et ça c'est là où tu parlais des market makers. Et le problème c'est que au début il n'y en avait pas tant d'un market maker, il n'était pas Les assez NFT, mature c'était pas du tout l'écosystème. market maker, voilà. C'était trop risqué, c'était pas assez liquide, trop volatile, et c'était difficile de prendre le risque de se positionner dessus, de ce que je discutais avec certains market makers. Exactement. C'était beaucoup trop volatile, et c'était encore trop peu de personnes et de volume pour justifier d'être un market maker et de faire ça et de se dédier du temps là-dessus. Mais du coup, donc à l'époque, si jamais tu recevais le même NFT, alors pas les ERC 1155, mais les ERC 1721, pardon, qui eux seront uniques. Si jamais tu reçois un NFT plus de 3 fois d'affilée dans ta wallet, ça veut dire que à cette époque-là, en tout cas, c'était bizarre. Aujourd'hui, ça peut être plus du market making, même si c'est quand même en market making, il y en a pas encore tant de volume pour justifier que tu reçois. Enfin, c'est très très rare. Même un market maker aujourd'hui, faut vraiment qu'il fasse beaucoup de trades pour qu'il se retrouve en coïncidence à retrouver le même NFT 3 fois d'affilée. Du coup, à l'époque, donc j'avais filtré ça. Et il y a aussi le quatrième qui est peut-être pour moi un des plus intéressants, c'est par qui a été fondée par qui a été quelle wallet financée, voilà, exactement, c'est le terme que je cherchais. Par qui a été financé la wallet, et si jamais le buyer et le seller ont été financés par la même wallet, et c'est bizarre, mais il faut cependant que je trie des adresses, parce qu'il y a des échanges, il y a Tornado Cash, il y a des systèmes qui sont totalement légitimes pour fonder une wallet, et qui n'apparentent pas du tout à du wash trading, mais qui sont normales. Donc du coup, j'ai aussi fait une liste d'adresses que je pouvais trouver comme étant à des échanges, pour dire ok, moi si je suis financé par Binance et toi aussi, c'est pas pour autant que si on trade un NFT, on est en train de faire du wash trading. Tu vois, et du coup, il fallait filtrer tout ça. Donc j'ai fait une liste, et cette liste en fait je l'ai réutilisée dans pas mal de projets, et je continue à la mettre à jour parce qu'elle est utile. La liste des exchanges en soi, la liste des hot wallets des exchanges. Exactement. Et j'ai commencé, tu vois, à l'époque, j'en avais trouvé 500 qui étaient pour la plupart publics. Et aujourd'hui, je dois en avoir, je sais pas, je crois que j'en ai près de 4000. Donc ça continue
je continue à travailler sur la tête et à continuellement essayer de faire du sleuthing, de essayer de détecter en regardant un peu les patterns de ce qui se passe, avec qui les wallets que j'ai déjà détectés trade et avec de qui elles reçoivent des tokens, à qui elles en envoient, etc. Donc il y a des patterns qui s'apparentent forcément enfin, tu vois, qui pour moi ne laissent aucun doute du fait que ce soit le même échange ou que ce soit un autre ou que ça va être la wallet qui va être utilisée pour financer toutes les deposit wallets par exemple aussi. T'as aussi ça, donc il y a des patterns et plus tu regardes, plus tu comprends. C'est compliqué à expliquer matérialisement. J'aimerais bien un jour réussir à faire un algorithme qui met tout ce que j'ai dans ma tête là-dessus de façon algorithmique. Mais j'ai pas encore l'idée. C'est très compliqué parce que ces échanges, ils n'ont pas forcément envie que tu révèles leur wallet. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. C'est pas dans leurs intérêts de révéler cette data et que les compétiteurs sachent, ok, bah toutes ces wallets, après, du coup, public, c'est exactement le jeu, le flow. C'est public, mais elles sont pas toutes les wallets sont publiques, mais elles sont pas taguées. Par défaut, personne a travaillé sur Arkham, etc. C'est ça que tu veux dire? Si, alors Arkham justement, alors il y avait Nansen avant qui était excellent. Je pense que Arkham maintenant est mieux que Nansen sur le tagging. Et Arkham, oui, ils font un excellent travail là-dessus. Mais même eux, moi, il y a plein de wallets que je tag qu'ils ont pas tagué et vice versa. Et c'est un travail où en fait, je me suis dit, Arkham, tu peux aller suivre chaque wallet individuellement, mais tu peux pas en agréger avoir toutes les wallets. Et je pense que ça serait bien, en fait, je me suis dit, ce serait bien que tout le monde ait accès au moins à un dataset. Comme ça, il y a au moins cette base où tout le monde peut l'utiliser et c'est tellement utile pour tellement d'analyses de données que voilà, je me suis dit autant le faire moi-même. Donc voilà, ça c'est un truc sur lequel je continue à travailler continuellement au fur et à mesure du temps. Et dès que je trouve des nouvelles méthodes, il y a de nouveaux datasets qui à chaque fois permettent d'avoir un nouvel angle pour se dire ok bah j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à si jamais, enfin j'ai pas d'exemple concret en tête, mais j'ai constamment de nouvelles idées pour rechercher de nouvelles wallets et voir avec qui elles sont attachées et pourquoi et essayer de comprendre tous ces patterns. Et du coup, je suppose que c'est le genre de travaux qui t'ont aidé à rejoindre Dragonfly. En quoi consiste exactement ton travail chez Dragonfly? Pourquoi un VC, un fonds d'investissement a besoin de data analysts, de gens comme toi? Voilà, quel est ton rôle exactement chez eux et comment tes résultats et tes travaux sont-ils utilisés par eux d'une certaine manière? Alors j'ai un peu plusieurs facettes à mon travail. Donc il y en a une qui est celle que tu vas voir, qui est des public goods. Moi c'est quelque chose que je faisais avant et que j'ai toujours voulu faire et je trouve que c'est cool de contribuer à la crypto en général et à cet écosystème. Au-delà de ça, pour Dragonfly, il y a aussi forcément un côté branding là-dessus, c'est-à-dire que ils sont contents d'avoir quelqu'un qui contribue à l'écosystème. C'est toujours bénéfique sur Dragonfly, mais aussi ça nous permet d'être en contact avec des gens qui vont utiliser cette data et qui seront peut-être partants pour travailler avec moi pour leur data, etc. Et du coup, s'ils cherchent un investisseur, bah, ils se disent ok, moi j'aimerais bien travailler avec Ildobi. Donc si jamais c'est le cas, si je veux lever des fonds, bah, je vais peut-être réfléchir à avoir Dragonfly dans ma liste d'investisseurs. Comme une sorte d'apporteur d'affaires d'une certaine manière. Oui, après c'est assez indirect comme impact, mais moi en fait personnellement ça m'intéresse vraiment de contribuer et même je suis très curieux et j'aime bien explorer des secteurs et essayer de les comprendre même en détail et je me dis que si jamais personne ne fait ce travail public, en fait ça va finir derrière des paywalls et en fait tu auras seulement ceux qui vont payer qui auraient cette info et du coup c'est pas forcément, enfin moi je trouve que tout le monde devrait avoir accès à toutes ces infos et qu'elles devraient être publiques et qu'il n'y ait pas de raison qu'elles soient derrière un paywall ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça c'est une facette de mon travail. Une autre facette c'est que j'aide sur la due diligence aussi, donc c'est de la data aussi, mais faire de la recherche sur ok quand
quand on voit une société dans laquelle on veut investir, et ben il y a de la data souvent on-chain. Si c'est une société qui est déjà bien établie et qui a déjà eu de l'activité on-chain et des protocoles qui sont live, et du coup voir si jamais leur activité est organique ou est-ce que c'est que du faux volume. Ou pas, quoi. Exactement. Et voir même t'as plein de choses à quantifier. Quels sont leurs KPIs, enfin quels sont leurs revenus. Tout ça, il y a plein de sociétés où ça se trouve facilement on-chain. Et du coup, j'aide les partenaires de Dragonfly là-dessus. Et ensuite, la troisième chose que j'adore aussi, c'est trop bien, c'est les sociétés dans lesquelles on a investi. Et bah souvent, eux, maintenant, ils ont besoin d'aide sur la data. Et du coup, je suis consultant quelque peu un peu consultant pour eux. Et je leur fais, ça peut être, ça touche un peu à tout, mais tout ce qui est data. Donc ça peut être comme aider à recruter quelqu'un, un data scientist, et un peu lui poser les bonnes questions pour être sûr que voilà, ça soit, qu'il soit bon pour le job et qu'il soit un bon fit. Mais ça peut être aussi leur faire un dashboard pour eux surveiller en interne, un dashboard public. Ça peut être analyser quelque chose de spécifique de temps en temps. Ils vont m'envoyer un message, dire est-ce que tu peux me regarder ça maintenant parce qu'il y a un truc bizarre, ou alors qu'est-ce que tu penses il y a un mec qui a publié ça, est-ce que tu es d'accord, ou est-ce que il manque des choses. Voilà, donc ça touche un peu à tout, mais plus tu fais de la data, plus tu acquiers des connaissances qui sont que acquises avec le temps en fait. Et donc j'ai tout ça dans ma tête, j'essaie d'en partager le plus possible sur des dashboards, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont dans ma tête et qui sont valables pour des sociétés dans lesquelles on investit. Moi, la question que je me pose, c'est au travers des travaux que toi tu fais, tu as l'air de surtout utiliser Dune, mais est-ce que les VC ou les analystes on-chain assez avancés utilisent des outils qui ne sont pas forcément accessibles du public, ou est-ce que en soi, tout le monde a une sorte d'égalité en termes d'accès à la donnée et aux outils qui permettent de les interpréter? Moi, je trouve que Dune alors je suis très biaisé, hein, c'est aussi une société dans laquelle on investit avant que j'arrive à Dragonfly. Et c'est aussi d'ailleurs une raison pour laquelle j'ai allé chez Dragonfly, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je passe pas mal de temps là-dessus. J'aimerais bien que ça soit une société qui est intéressée par cette plateforme. Voilà. Et après, j'adore Dragonfly pour plein d'autres raisons. Mais c'est aussi une des raisons qui avait pas mal d'importance pour moi. Donc oui, Dune, je pense qu'il y a une liberté qui est pas, il y a pas encore beaucoup il y a Flipside qui est le compétiteur le plus direct de Dune, mais tu peux pas aller aussi deep dans la data. En fait, une raison, c'est vraiment quand tu fais de la data que tu vois ça, mais Dune te permet de créer donc des datasets et de les rendre publics, et de façon à ce qu'ils soient tout le temps compute, et tu peux toujours les accéder. Donc sur Dune, les plus communs par exemple, ça va être dex.trade et nft.trade. Et en fait, c'est créé, c'est maintenu par des gens comme moi. Il y a aussi des gens de Dune qui aident, mais c'est pas mal la communauté qui aide là-dessus. Et en fait, ça va avoir toutes les dex trades, plutôt que d'aller sur chaque smart contract et essayer de les décoder dans chaque query. Et tu vas voir au global en une query. Je peux voir le volume de aujourd'hui de NFT parce que ça a déjà été fait et que c'est automatiquement mis à jour par Dune et leur infrastructure. Ok. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils que toi tu utilises qui sont moins accessibles du public? Genre, est-ce que par exemple tu utilises d'autres outils que Dune? Ouais. Dune, c'est EVM. Et est-ce que ça permet d'accéder à d'autres chains, par exemple comme Solana, ou c'est uniquement EVM? Ouais, ça permet d'accès à EVM, Bitcoin, Solana. Je crois qu'il y a Polkadot aussi. Et là, en plus, ils essaient de redoubler sur le nombre de chaînes qu'ils ajoutent cette année, donc il devrait y avoir pas mal d'autres qui arrivent. Mais moi, je suis en fait, c'est les différentes VM, c'est un peu comme des langages de code où c'est pas si facile que ça d'aller d'un à l'autre, parce qu'en fait, t'as tout un contexte à ces data qu'il faut comprendre. Tu peux pas par exemple le Bitcoin qui fonctionne sur le UTXO, qui est j'ai oublié comment exactement, Unspent Transactions, je crois. Et en gros, t'as pas de transfert, t'as pas d'event où t'auras quelqu'un qui envoie et quelqu'un qui reçoit dans une ligne de code. T'auras pas une ligne comme ça. Exactement. Et du coup, faut comprendre comment cette syntaxe fonctionne et pourquoi. Et c'est très important. Tu peux pas juste analyser quelque chose sans le comprendre. Enfin, c'est la première étape fondamentale. Et du coup, Solana, c'est un peu moi, c'est mon problème avec Solana, c'est que je suis très biaisé.
de l'angle data, même si Solana c'est trop stylé, c'est trop cool, j'adore. L'angle data c'est très très compliqué à analyser et de par déjà la masse de données, ce qui fait que c'est beaucoup plus intense en compute quand tu fais de la data avec Solana parce que tu as une masse de données qui est colossale et du coup tu peux pas aller aussi deep et même pour arriver à des datasets basiques de Solana, il y a tellement c'est tellement différent que j'ai pas encore eu cette adaptation à la data. Il y a un analyste que je recommande qui s'appelle Andrew Hong qui travaille chez Dune. Et lui, si jamais tu cherches de la data sur Solana, je conseille vraiment ces trucs, il est fantastique. C'est vraiment et c'est un des rares qui allait aussi deep, surtout en public, et qui a tout rendu public, qui fait des rapports où il explique sa méthode, pourquoi, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais c'est une expertise qui est un peu différente de l'EVM. Et du coup, moi je me dis que il y a tellement déjà de choses à analyser sur l'EVM et sur le Bitcoin que c'est mieux limite de me focaliser là-dessus que d'essayer de m'étendre à quelque chose d'autre et de le faire superficiellement. Donc c'est ça en fait, c'est ça mon angle. Mais si jamais Solana était pareil qu'un autre VM en termes de data, moi j'aurais analysé depuis très longtemps. C'est juste que c'est ce problème technique qui est un peu qui requiert un peu de la connaissance spécifique à ce domaine. Comme un développeur qui est concentré en mode sur Solidity, et il y en a d'autres qui sont très focus sur Rust, et du coup, c'est vraiment une approche qui est différente et qui demande une concentration et une attention à temps plein, quoi. C'est ça que tu veux dire? Exactement, c'est exactement vrai. C'est comme un langage de programmation. Mais un jour, j'aimerais bien faire le saut et analyser des choses. Là, je travaille notamment sur le wash trading sur Solana et faire un algorithme similaire à celui que j'ai fait sur les EVM. Mais en fait, je galère parce que j'ai pas envie en fait tu vois en fait si je Surtout fais c'est beaucoup plus de transactions. c'est beaucoup plus de transactions et même c'est tellement c'est des interprétations différentes donc les filtres que j'ai créés sur EVM ne sont pas du tout transposables exactement de la même façon sur cet écosystème et donc en fait j'ai pas envie de publier un truc qui est nul et si jamais je le fais faut le faire à fond sinon ça n'a pas d'intérêt. Je trouve que c'est soit j'y vais à fond soit j'y vais pas et du coup je prends un peu de temps à le faire parce que j'ai envie de faire les choses bien mais un jour j'aurai la data aussi sur Solana et un peu un algorithme plus transparent sur le filtre du hashing parce que à ce que je sache aujourd'hui il n'y en a toujours pas et celui que j'avais fait sur les EVM c'est devenu un peu le standard. Il y a DeFi Llama, il y a The Block qui ont copié, il y a Allium qui est un autre truc de data bref c'est en fait de par sa transparence les gens ont beaucoup aimé que tu comprennes ce qui se passe alors qu'auparavant en fait c'était totalement opaque et personne ne disclosait comment leur algorithme marchait, ce qui est pas hyper fair play. Enfin, en fait, si on te montre de la data et que tu sais pas pourquoi elle est comme ça et qu'est-ce qui fait qu'elle soit arrivée comme ça et qu'elle soit différente des autres, je trouve que c'est pas forcément très fair envers tes utilisateurs. Toi qui baignes d'une certaine manière dans l'écosystème VC, ou en tout cas tu travailles avec Dragonfly qui est lui-même un VC, tu dois voir un petit peu ce qui doit se passer aussi chez les autres VC. Est-ce que les autres VC utilisent entre guillemets la data on-chain de la même manière? Est-ce qu'il y en a certains qui run des stratégies de trading ou d'investissement qui sont basées sur de l'analyse on-chain ou en tout cas on a de l'analyse on-chain en aide à la décision? Parce que c'est un peu, je sais pas si c'est un fantasme, tu vois, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que de l'extérieur, on idéalise un petit peu à quel point l'analyse on-chain peut être utilisée pour faire des moves très smart. À quel point à quel point ça existe? À quel point c'est quelque chose qui est réalisable? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé? Ouais, alors ça c'est l'analyse on-chain où tu vas avoir des trucs que tu vas découvrir assez court-termistes. C'est pas forcément dans un fonds comme le mien. Ce sera des fonds plus liquides Plus que en ça mode va se passer parce etc. Ouais. Exactement. Et donc sur les fonds liquides, oui, c'est totalement hyper important. L'analyse on-chain est fondamentale à une bonne partie de leur business parce que en fait, soit si tu le fais pas, les autres le font et les autres et du coup ils ont un edge sur toi. En plus quoi. Exactement. Et du coup, t'as tout intérêt à le faire. Donc en fait, oui, totalement. Après, donc dans des fonds comme le mien, non. Moi, j'ai un peu une approche sur l'analyse qui est similaire à un VC. Je te parle même avant d'arriver dans un VC parce que je me dis, si je fais un dashboard, je mets du temps là-dedans. Faut que mon temps il soit rentabilisé en termes d'utilisation de ce dashboard. Donc ça veut dire que si je focus sur un secteur, j'ai pas envie que ce soit un secteur qui demain n'existe plus. J'ai envie que ce soit un secteur où j'ai un peu d'espoir sur le fait qu'au moins il reste d'une façon ou d'une autre et qu'il reste en tout cas en intérêt par des gens et que le parce que travail sinon soit c'est du temps quoi. exactement et que ce soit du travail qui
que ce soit une bonne utilisation de mon temps. Donc je pense, je réfléchis pas mal à cette façon. Après oui, il y a des choses où j'analyse de façon, enfin mais c'est pas très, c'est un peu, comment dire, c'est un peu random quand j'ai une idée ou je sais pas quoi de ok mais attends mais j'ai jamais regardé ça, c'est intéressant et je pense qu'il y a pas trop ces datas là-dessus quelque part. Et ben forcément tu as accès à ces datas avant tout le monde si c'est toi qui la surface. Mais mon but principal reste toujours de quelques semaines après ou plus tard la rendre publique. À part si c'est vraiment un truc qui est très technique et qui au final dans un dashboard n'a pas. Tu vois si tu fais des trucs hyper spécifiques, bah t'auras peut-être un mec qui va être intéressé, le reste va trouver ça peut-être impressionnant en termes de code, mais sinon en vrai tout le monde s'en fout. Tu vois donc c'est aussi essayer de garder des topics publics qui ont du sens et qui ont de l'intérêt global. Parce qu'en plus, si tu crées un dashboard, si jamais tu le maintiens pas, ben en fait, ta data, automatiquement, elle va commencer à être de moins en moins accurate pour des raisons qui sont dépendantes à chaque secteur. Et en fait, du coup, bah, c'est toujours ton nom qui est rattaché. Donc, les gens, maintenant, ils publient des trucs, sauf que c'est toi qui as facilité de la mauvaise data. Et du coup, t'es en tort, même si c'est pas vraiment c'est pas vraiment l'intention, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Et ben, en fait, ça peut te retourner contre toi alors que t'as pas vraiment demandé tout ça. Tu voulais juste aider. Et en fait, maintenant, t'es le mec comme un développeur qui maintient pas un repo et qui se retrouve avec des dépendances qui sont pas à jour et qui créent des conflits, etc., quoi. Exactement. Parce que, en soi, Dune, je le vois un peu comme une sorte de GitHub de la data on-chain où tout le monde vient contribuer, créer ces choses. C'est assez intéressant ce que tu disais par rapport aux hedge funds qui utilisent de la data on-chain parce que j'avais parlé avec une boîte qui s'appelle Look On-chain et il m'expliquait qu'en fait, il y avait des traders individuels et aussi des hedge funds qui leur payaient des dizaines de milliers d'euros, voire plus, de l'accès à de la donnée on-chain en temps réel pour pouvoir monitorer certains coins, des positions auxquelles ils sont, enfin, des coins auxquels ils sont exposés, sur lesquels ils ont des positions, etc. Donc, je me dis qu'il y a tout un game à ce niveau-là et je pense que ça pourrait être vraiment intéressant d'explorer ça parce que, enfin, c'est quand même là où initialement les jetons bougent, quoi. Et c'est... En fait, t'as même le volume commence à être de plus en plus à migrer on-chain, mais il prédomine pour l'instant encore plus sur les échanges. Donc en fait, les Kaiko, bah il y a beaucoup de clients qui sont exactement ce profil-là et qui cherchent du coup à en tirer des conclusions forcément. Peu importe, il y a toutes sortes de conclusions à tirer, mais avoir ces datas en avant-première qui est pas forcément accessible à tous, notamment parce que elle est derrière un paywall, parce que il y a tout un travail à faire en amont. Mais si jamais tu y as accès, bah t'as un edge sur le reste du marché et tu sais plus ce qui se passe, t'as une vue plus globale. Donc forcément, bah si jamais tu sais ce que tu fais, bah c'est quand même hyper valorisant d'avoir ces data. Bah, je pense qu'on peut le voir dans plusieurs cas et des exemples qui peuvent davantage parler aux gens. Je pense notamment au fait que lorsqu'il y a des transactions associées au wallet MTGOX, ça suscite des réactions sur le marché. Et puis de même, on-chain, tu peux déjà, comme tu l'as fait d'une certaine manière avec tes dashboards, surveiller l'activité qu'il y a avec les inflows, les outflows, etc. Et si derrière, tu es capable de brancher peut-être des stratégies à ces data on-chain, tu peux avoir, par exemple, je sais pas, 20, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes d'avance avant que le marché peut-être le digère. Et peut-être en backtestant ça sur certaines stratégies et sur certains marchés, tu peux en faire des trucs assez utiles. Donc, assez intéressant. Pour revenir un petit peu sur ton expérience à Dragonfly, quels sont un petit peu tes plus grands apprentissages? Quels sont un petit peu... Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu as travaillé, sur lesquels tu as été surpris, étonné? Peut-être des trucs que nous, on voit moins en tant que retail, par exemple? En tant que... Alors, il y a... c'est une bonne question. Bah, je pense que moi, ce qui me surprend, c'est à quel point à quel point certains secteurs sont inexplorés publiquement. Et en fait, ceux qui l'explorent ont tout intérêt à garder ça pour eux. Et donc moi, c'est cette approche que j'ai. Ça me frustre quand je trouve pas la data d'un secteur qui est assez proéminent et ou qui gagne de l'importance ou qui est important pour l'écosystème. Je pense notamment au staking sur Ethereum. Au début, quand la Beacon Chain a été lancée, donc avant même qu'il y ait eu le merge, etc. Il y avait personne qui regardait dessus, alors que je me suis dit, bah, en fait, l'Ethereum est une des monnaies les plus, enfin, qui a le plus
de valeur à mindshare. utiliser. Exactement. Et du coup, Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. c'est intéressant quand même de savoir comment aller sécuriser ce truc un minimum, non? Enfin, savoir qui sécurise ça et qui est-ce qui met son argent là-dessus et qui sécurise. Est-ce que c'est centralisé? Est-ce qu'il y a plein de protocoles qui travaillent là-dessus, etc. Donc en fait, j'ai fait ça. Il y avait très très peu d'intérêt au début. Je pense que j'ai eu 1 ou 2 likes. Et en fait, plus tard, t'as eu le merge. Et au moment du merge, par contre, les gens cherchaient ces data et se sont dit, où est-ce que je peux trouver? Ils cherchent partout. Et en fait, j'étais un des seuls à avoir ça sur Dune. Et du coup, je suis devenu, en fait, je suis en contact avec pas mal de ces sociétés sur ce dashboard grâce à ça, parce que eux, je leur fais un travail qui est hyper utile tous les niveaux. Même tes dashboards, quoi. Exactement. Donc je suis en contact avec, par exemple en France avec Kiln, avec plein de sociétés, Lido, Coinbase, enfin toutes ces sociétés qui sont là-dessus, elles sont intéressées et elles veulent être sûres que les datas soient à jour. Donc du coup, j'ai des liens avec eux. Et c'est très cool, ça me permet en fait de parler à ces gens et de voir quel est un peu leur point de vue sur l'avenir, sur quoi ils travaillent. Donc j'aime beaucoup cette relation que j'ai avec des gens qui utilisent ma data, et ça c'est spécifique à celui-là parce que je dis il est pas vraiment, il y a pas vraiment grand monde qui fait tout ce travail de le gros travail en fait dans le staking, c'est savoir à qui est cette adresse, et en gros c'est du tagging. Et moi j'ai le tagging le plus compréhensible. Donc attends, je vais te partager le dashboard rapidement. Je peux pas. Skip staking. Hop, c'est bon, on le voit. C'est bon? Et Ouais. là, tu vois, juste de savoir, ce qui est quand même énorme, c'est 27% des Ethereum qui sécurisent le réseau. Et donc moi je trouve que c'est fondamental quand même, si jamais tu as même de l'argent sur Ethereum ou tu as acheté des Ethereum, c'est important de savoir comment ils sécuriser. C'est quand même un des principes de base. Qui sécurise, quoi. Exactement, et savoir quels sont les acteurs principaux dans ce domaine. Donc oui, non, j'adore cette analyse. Alors là, attends, pourquoi est-ce que je sais pas pourquoi. Ah si, non, c'est bon. Là, on le voit dans l'ordre. Et là, tu peux voir, tu vois, j'ai encore 16% que j'ai non identifié. Et c'est très dur. J'essaie progressivement de continuellement, avoir les nouveaux protocoles ajoutés. Oui, exactement. T'as aussi des particuliers. J'essaie de. Il y en a qui sont jamais tagables. Ça sera forcément oui. C'est totalement. Il y a plein de clusters où en fait t'as aucune façon de taguer parce qu'ils sont arrivés sur un échange et il y a que ça. Et ensuite là, ils ont sorti l'Ethereum, ils ont stacké. Et en fait t'as aucune heuristique qui permet d'identifier. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il y a forcément plein qui sont intagables. Mais en fait, tu vois, Coinbase, par exemple, ils n'ont jamais disclose quelconque de leurs adresses. Ils ont jamais rendu ça public, ils ont jamais parlé de tout ça. Et ils ont même, moi, ce qui me frustre un peu, ils ont CBE qui est donc un liquid staking qui est issu par Coinbase. En fait, comme ils ont jamais partagé même les wallets, on sait même pas exactement combien d'Ethereum back. Donc, en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est des gens comme moi qui sont allés et qui ont essayé de comprendre, quels wallets ont des liens avec Coinbase. Et c'est un peu frustrant que tu aies des acteurs, surtout si proéminents dans le milieu. Alors qu'ils sont big, ils ont leur L2, ils veulent faire du smart wallet, ils se disent genre open, etc. Et au final, t'as quand même du mal à accéder à cette information. Donc après, je suppose ils ont peut-être un intérêt à pas tout disclose. Bien sûr. Mais je peux comprendre que ce soit frustrant de ton côté. Juste peut-être pour revenir sur peut-être d'autres alphas, est-ce qu'il y a deux trucs qui t'ont choqué
surpris lorsque t'as fait tes analyses on-chain sur les dernières années? Peut-être des trucs auxquels tu t'attendais pas et sur lesquels tu as eu des grosses surprises on-chain. Je sais pas si c'est de la manipulation de données, est-ce que c'est un secteur qui marche beaucoup mieux et qui est sous-coté, enfin, tu vois, toutes ces choses-là? T'as encore, moi, il y a encore plein de choses qui sont pas encore mises en avant, alors qu'en fait, tu pourrais les mettre en avant beaucoup plus facilement. Par exemple, sur tout ce qui est les volumes des DEX, etc. C'est facile de manipuler. C'est facile d'avoir une wallet et dans la même wallet, dans la même transaction même, de faire 3 fois back and forth des grosses sommes pour qu'au final, sur les volumes, ça paraisse énorme. Mais en fait, c'est pareil, c'est exactement comme le wash trading de NFT. C'est du faux volume qui est en général soit c'est pour intérêt pour booster le volume d'un token pour qu'il apparaisse plus haut sur des dashboards, etc. Ce qui en soi est donc de la manipulation du marché, soit c'est parce que tu gagnes des intérêts, donc tu as des rewards, peu importe sur la plateforme que tu utilises, des rebates, des choses comme ça. Mais donc tu en as de la manipulation sur les DEX comme sur le NFT et elle est pas trop mise en avant. Donc c'est quelque chose à un moment. DEX J'aimerais spot bien. ou dérivé? T'as des Spot, exemples spécifiques? Spot. J'ai pas d'exemple concret spécifique. Je l'ai vu sur pas mal de transactions, mais il y a pas un protocole sur lequel je peux te pointer le doigt là maintenant. J'ai pas un exemple exact. Mais justement, c'est un travail qui m'intrigue beaucoup. Et une fois que j'ai fini certains des autres projets sur lesquels je travaille, d'ailleurs, je peux en parler d'un autre qui est assez cool, qui est il y a plein d'attaques. Enfin, j'appelle ça attaque parce que c'est un terme qui essaie d'englober un peu tout. Attends, je vais partager mon écran. Il y a plein d'attaques on-chain, donc ça peut être du phishing, ça peut être, tu vois, t'approuves un contrat sans trop savoir ce que tu fais et en fait derrière tous tes NFT y partent, tous tes tokens y partent, peu importe. Et toutes ces attaques, elles sont traitées individuellement. Donc maintenant, tu vas avoir des gens comme ZachXBT qui vont les mettre en avant et aider les gens à essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre ok ce hacker maintenant qu'est-ce qu'il fait, qui c'est, etc. Mais en fait, il y a des moyens de faire des algorithmes qui automatiquement te détectent tous ces transactions suspectes. Voilà. Donc là, par exemple, je travaille sur une méthode qui est assez commune, qui s'appelle mince, comment ça s'appelle address poisoning. Donc en fait, c'est tu vas sur Etherscan, et tu sais comment tu as seulement une partie de ton adresse qui est montrée quand tu fais une transaction. Tu as seulement le début et la fin, et au milieu, c'est 3 petits points. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que moi, je veux t'attaquer. Tu viens de faire une transaction. Je vais arriver, je vais spammer des transactions où en fait, sur ta truc, tu vas voir qu'il y a un transfert qui est parti de ton adresse vers une autre. Et tu vas vouloir et qui utiliser la ressemble dernière adresse, exactement. la copier-coller, et en fait envoyer les fonds à l'adresse qui a été forcée en termes de création pour respecter genre le début et ta fin de clé publique, quoi. Exactement. En fait, ils ont des énormes algorithmes ils ont des adresses qui ciblent et ils vont dire ok nous on cherche une adresse qui a juste le même début et la même fin. Tu fais plein d'adresses possibles et jusqu'à ce que tu en trouves une. Et dès que tu as un hit, je vais l'utiliser, je vais spammer cette personne-là jusqu'à ce que j'espère un jour ils prennent le bait et ils m'envoient des tokens. Et c'est une attaque qui est assez commune, surtout par les gens qui sont moins, je pense, qui sont moins dans le milieu et qui arrivent dans le milieu. Et ça, c'est un peu frustrant. Même quand t'es dans le milieu, tu peux te faire piéger, hein. Franchement. Ah oui, alors je suis d'accord. Mais les gens, je trouve parce que maintenant j'ai eu pas mal de gens avec qui j'en ai discuté, et c'est souvent des gens qui sont extérieurs au milieu et qui sont moins familiers. En fait, moins t'es familier avec le secteur, plus c'est facile de te faire, des erreurs. Mais bien sûr, attends, ça c'est un truc qui me stresse. J'ai peur un jour de me faire, d'être celui qui fait l'erreur. L'erreur. Parce que tu serais le plus renseigné sur le sujet. On est tous susceptibles déjà d'être attaqués d'une façon ou d'une autre, que ce soit ton adresse, que ce soit ton compte Twitter, que ce soit, tu vois, tout le monde cherche un angle enfin, tout le monde. T'as sur la Corée du Nord et plein d'autres hackers qui vont chercher un angle d'attaque pour profiter de façon rapide. Et oui, donc ça, faut toujours faire attention à son obsèque pour pas que tu sois trop vulnérable. Sur la manipulation de données, moi, il y a plusieurs trucs auxquels je pense, en dehors du wash trading sur les NFT, etc. Mais je pense notamment au DEX avec les dérivés.
On a vu par exemple Vertex et Sin Futures genre exploser en volume. Est-ce que c'est du wash trading? Est-ce que c'est des gens qui essayent d'obtenir un maximum de jetons en amont d'un airdrop? Tu vois, c'est difficile d'un petit peu estimer ça. Et il y a aussi tout ce qui est du côté des L1 et des L2 parce qu'on a toujours des putains de L1 et des putains de L2 qui nous disent regardez, on a X milliards de transactions et X milliards ou millions de daily active users. Est-ce qu'il y a des noms qui te viennent en tête ou genre des trucs que tu trouves vraiment aberrants d'un point de vue marketing, d'un point de vue communication et que toi tu sais qu'ils sont totalement faux quoi. En tout cas que c'est entièrement manipulé quoi. Bah les DEX donc perp tout ce qui est perpétuel c'est un peu un angle mort parce que enfin la c'est une data black box à l'intérieur, c'est ça que tu veux dire dans certains cas? Non, pas forcément, mais en fait, la donnée est souvent sur leur propre chaîne. Et du coup, ça représente, enfin, ça demande un effort quand même assez conséquent pour aller, OK, maintenant je vais aller Faut query sur leur focus chaîne un spécifiquement. protocole quoi, qui est pas Exactement. forcément ultra populaire. Et en fait, si ça se trouve, ta conclusion, c'est qu'en fait, il n'y a pas de wash trading et du coup, bah, T'as t'as pas perdu ton trop temps. de trucs d'intéressant à partager. Mais je pense que, oui, bah, je pense à DYDX et Hyperliquid qui, je pense, sont majoritairement, très sûrement du volume qui est totalement organique. Mais quand t'as des rewards, notamment Hyperliquid on avait, je pense que t'as forcément du faux volume et que c'est un angle, bah, j'appelle ça un angle mort parce que oui, c'est pas vraiment quelque chose qui a été mis en avant en termes d'analyse aujourd'hui. Et après, attends, je critique pas du tout ce système. Je trouve qu'en vrai, c'est des protocoles qui sont trop cool et que je suis trop content Ah, je l'utilise personnellement, hein, donc. Mais je suis trop en fait, content comme ça. peut-être que ça génère aussi des actions qui n'auraient pas été exécutées autrement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui vont se forcer à trader et du coup ça booste les volumes, tu vois. Alors que Ouais. naturellement, ils auraient pas peut-être tradé de la même manière ou pas réalisé les mêmes actions. Donc c'est ça qui est aussi un petit peu difficile à établir. Je voulais peut-être revenir, avant de passer aux questions de la communauté, revenir sur tes travaux. Quelles sont les choses dont tu es le plus fier personnellement? Quels sont, je sais pas, c'est des dashboards, des recherches, quels sont les travaux dont tu es le plus fier et sur lesquels tu as pris le plus de plaisir en dehors de ceux que tu as mentionnés jusqu'à maintenant? En dehors de, alors, on peut parler un peu des ETF, notamment Ouais. parce que tu me dis que tu regardes pas mal ça, alors attends, je vais te le partager, et t'expliquer un peu comment ça fonctionne parce que c'est pas, en fait, donc les ETF, je suis assez fier parce que, j'aimerais bien que des gros custodians, donc comme Coinbase, etc., aient ce qu'on appelle des proof of funds et qu'ils disclosent leurs adresses de façon à ce qu'on puisse, en fait, les audits en public. Surtout que Parce que c'est c'est des nécessaire, là. gens Il faut montrer que bah les ETF sont backés, quoi. Donc, exactement et savoir que derrière bah t'as ton truc qui est représenté un en un si jamais c'est un Bitcoin. Je trouve ça très important et du coup j'aimerais bien pousser en le faisant moi-même, j'aimerais bien pousser vers qu'il y en ait plus qui le fassent de par eux-mêmes et qui disclosent. Aujourd'hui t'en as deux qui ont fait un petit effort. Donc t'as Bitwise, eux, qui partagent leur adresse entièrement. Donc là j'ai mis des liens à chaque fois. Alors attends, là tu vas sur leur site et là tu vois ils disclosent toutes leurs adresses une par une et ils continuent à les ajouter. Et je suis en contact avec eux et tout et eux ils sont trop cool. Je trouve ça trop bien de faire ça et de montrer en fait tu vois maintenant qu'on a les ETF, c'est quand même aussi une occasion énorme de montrer à la finance traditionnelle quels sont les différenciateurs de notre technologie et pourquoi est-ce que qu'est-ce qui change, pourquoi est-ce que c'est différent, qu'est-ce qui sort du lot et pourquoi le Bitcoin aurait de la valeur. En fait, t'as plein de choses et du coup, je pense qu'on peut expliquer de par des systèmes comme ça en montrant bah ok bah là on peut traquer, on sait exactement que lui il détient X en Bitcoin. Et du coup voilà, c'est le travail que j'essaie de faire. T'as aussi 21 Shares qui eux ils ont donc un oracle sur Chainlink et du coup même si leurs adresses sont pas disclosed, et bah ils partagent le montant qu'ils ont à tout moment. Donc en fait ça c'est un oracle qui va traquer leur wallet sans rendre les wallets publics. C'est ça c'est l'oracle de Chainlink pour donc ARKB qui est le l'ETF Bitcoin de 21 Shares et ARK Invest. Et du coup tu vois qu'aujourd'hui ils ont 50 302 Bitcoin et en fait toute cette data est publique historiquement et tu peux traquer ça, mais t'as pas accès aux adresses parce que en fait t'as aussi tout un côté de régulation qui pour eux rend compliqué forcément c'est pas toujours facile de rendre sa adresse publique sans qu'il y ait de problème. Ça c'est un peu les régulations qui vont prendre du temps je pense à arriver.
mais j'aimerais bien pousser vers un futur où quand tu as des fonds sur Coinbase ou Binance, et ben tu sais et tu peux checker que tu as au moins tout ce qui disent avoir en termes de fonds utilisateurs, bah, qui sont moins backés tous. On a eu le problème de FTX, mais j'ai pas l'impression que l'écosystème est Exactement. tant avancé que ça depuis la faillite de FTX. Enfin, on a eu des sortes de proof of reserve, mais c'est un peu bidon, quoi. Enfin, je sais pas à quel point c'est bidon. Je veux pas cracher sur des trucs que je maîtrise pas, mais en tout cas, ça a pas l'air très stable. Et aujourd'hui, c'est plus du tout un truc qui est spécialement mis en avant, je dirais. Donc, En fait, t'as eu cette vague après FTX où t'en as qui ont surfé la vague en disant bah nous du coup on va être un peu plus transparent. Ils ont fait le truc vite fait, ils ont pas fait des efforts colossaux. Et aujourd'hui bah on a un peu oublié FTX, c'était il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans et demi. Fin 2022. 1 an et demi. Et du coup bah c'est tu sais la réflexion des gens est très court terme en termes de ce qui se passe. Enfin tout le monde, hein, c'est moi on inclus, essaie mais de tu se vois, rassurer à court terme en mode il y aura plus de FTX et puis 1 an après, voilà, c'est plus un argument qui tient à cœur aux gens, quoi. Ou en tout cas que c'est pas un truc qui est forcément remis sur la table, alors que, enfin, c'est gigantesque, quoi. Exactement. Moi je trouve que c'est une des meilleures preuves pour laquelle on a besoin de ces data, parce que si jamais on avait accès au fonds public de FTX, et ben on saurait que les trucs collaient pas, quoi. Tu vois, on aurait su bah bien avant, il y aurait pas eu toute cette catastrophe qu'on a eue parce qu'on l'aurait découvert bien plus tôt. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Est-ce que d'ailleurs tu as surveillé l'activité on-chain pendant la faillite de FTX ou pas? Alors pendant FTX, non. En fait, j'avoue que comme tout le monde, moi j'étais très surpris. J'ai pas prédit le truc et même, enfin tu vois, ça me paraissait tellement surréaliste que même le jour où c'est arrivé et tout, on était sur un call, je crois, avec Dragonfly, donc on a notre call d'investissement toutes les semaines. Et on était tous, non, c'était la veille qu'on a eu le call et on se disait bah c'est chaud, mais il y a aucune raison. Enfin, ça ira, quoi. C'est pas possible qu'un échange qui soit en contact avec tant de fonds, de personnes, etc. De régulateurs, de investisseurs, etc. Enfin, je sais plus s'il y avait BlackRock même qui avait investi chez eux. C'est possible. Ou en tout cas, des très très gros de la TradFi, quoi. Donc, c'est-à-dire que la due diligence, elle est inexistante. C'est-à-dire qu'on peut même pas faire confiance à ces gros-là, quoi. En fait, t'as un problème au sein même en général, dans les VC. Si jamais t'as un gros nom qui back le projet, bah, tu vas être plus, c'est bon, tu vas moins faire gaffe. Tu te dis que c'est ok. Bah oui. Que tu te dis que eux ont fait la due diligence. Mais en fait, tout le monde se dit que chacun a fait la due diligence, ou en tout cas que un a fait la due diligence. Et si ce maillon-là ne l'a pas fait, en fait, tout le monde se base sur genre rien. Après, une des raisons aussi pour lesquelles j'adore Dragonfly, c'est que notre due diligence, elle est vraiment, vraiment béton. Enfin, c'est un process où on rigole pas du tout et on prend ça hyper sérieux et c'est hyper thorough. J'adore, je suis trop content. Et il y a même des choses en due diligence dont les partenaires parlent, auxquels j'aurais pas pensé. C'est très spécifique à plein de. T'as des exemples? Enfin, il y a des trucs que tu peux dire ou c'est compliqué? Bah, pensez à par exemple, le fondateur, quel est son historique au-delà de ce projet. Faut regarder bien plus, faut zoomer, faut dézoomer, savoir ok quel est ce style de ce mec. Parler aussi peut-être à ses anciens collègues. Pourquoi est-ce qu'il a quitté cette boîte? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi est-ce que si jamais il reçoit une énorme somme de cash d'un coup, ça ne va pas lui monter à la tête? Est-ce qu'il va pas du coup essayer d'utiliser l'argent des investisseurs pour en fait au fur et à mesure en prendre pour lui et se casser? Tu vois, toutes ces considérations qui en fait j'aurais jamais pensé parce que c'est pas mon domaine à la base de l'investissement. Je suis pas dans l'investissement, je suis plus vraiment dans la data pure et dure. Mais je trouve ça très intéressant du coup de toutes ces analyses qu'ils ont qui sont des choses auxquelles j'aurais pas pensé et qui même en tant que investisseur pour mon portefeuille sont des choses que j'aurais pas forcément considérées ou prises en compte auparavant. Il me reste quelques questions, mais on a très peu de temps, donc je te propose de répondre de manière très concise, comme ça on peut tout traiter.
Alors, dans l'ensemble, quels sont les outils que tu utilises le plus, peut-être en dehors de Dune, parce que tu en as beaucoup parlé? Arcam, Arcam c'est trop bien pour leur tag, mais aussi pour tracer des fonds. Je recommande de ouf la plateforme, elle est gratuite. Je recommande vraiment. T'as Je vais y testé voir. Bubble Maps aussi? Bubble Mass c'est très cool. J'avais parlé avec eux il y a quelques mois et je trouve que le produit est très très cool et très c'est Parlant. très en plus c'est très parlant et c'est facile de publier ça et de faire en sorte que ça soit très parlant rapidement. Donc j'aime bien tu vois dans la visualisation, si tu réfléchis, le truc important c'est de savoir communiquer ce que tu veux communiquer et c'est quelque chose que beaucoup ne prennent pas en compte. Mais tu vois si je fais un rapport hyper long, hyper complexe, bah ça se trouve j'ai des trucs de ouf dedans mais c'est illisible donc ça sert à rien. Quels sont les indicateurs peut-être que tu utilises à des fins personnelles ou même pour Dragonfly pour estimer l'intérêt sur le marché et essayer d'identifier des tops et des bottoms, si c'est quelque chose que tu essayes de faire parfois? Je pense Je qu'un suppose que truc tu as très essayé de jouer intéressant ce jeu-là. un truc qui est très intéressant, qui est pas forcément pris en compte, c'est le MEV. Savoir si jamais il y a du MEV, ça veut dire que derrière il est présent grâce à de l'activité organique. Et en fait, du coup, c'est un super bon proxy pour l'activité on-chain Et la demande réelle de du façon un peu marché, filtrée. quoi. Ouais, ça veut dire que si le marché a besoin d'optimiser, a besoin de market makers et de gens qui optimisent, qui vont faire de l'arbitrage, qui vont faire des sandwichs, etc. Bah ça veut dire que tu as une activité qui fleurit, même si en soi on aimerait bien qu'il n'y en ait pas. Le fait est que de par la décentralisation, de par ces systèmes, tu en auras, je pense, toujours, et ça va être très compliqué d'éliminer le MEV. Mais je trouve que le MEV en général est très intéressant comme data à regarder. T'as d'autres indicateurs à ce sujet-là pour les tops et les bottoms de ton côté? Des trucs qui te sautent aux yeux? Pour les tops et les bottoms, des trucs. Non, bah c'est l'intérêt. Je pense que c'est très social, quoi. Le côté social de voir qui est intéressé au secteur. Et en fait, à des moments où tout va pas bien, bah t'auras que les mecs qui sont vraiment là depuis longtemps et qui croient dur comme fer. Alors que dans les tops, bah tu vas avoir plein de célébrités, tu vas avoir plein de trucs qui sont pas Arrête, il y toujours a des là. célébrités qui ont lancé des meme coins, je refuse de croire que c'est le top. Non, je pense pas. Je pense qu'on a encore, on a encore un peu de temps, alors pas d'advice financier, mais c'est non, mais je pense qu'on a encore le temps. Attends, si tu regardes le dernier top, c'était encore beaucoup plus fou ce qui se passait. Il y avait encore 40 000 trucs qui se passaient à la seconde. Il a Enfin, tu vois Close Coinbase, etc. d'ailleurs. ouais, t'as plein de trucs qui se passent et en fait, au bout d'un moment, tu te dis bah Est-ce vu qu'il ce peut qui y se passe avoir maintenant. plus? Voilà, on peut pas aller plus que maintenant et en fait c'est fou bah et du coup ça c'est un signal même si ça a l'effet opposé parce que du coup ça t'engrange là-dedans et tu te dis putain trop cool, c'est le moment le plus excitant et en fait si jamais tu veux toi sortir de l'argent bah c'est peut-être le meilleur moment. Mais ouais. Est-ce qu'il y a des métriques qui sont ignorées du grand public et que tu aimerais qu'elles soient genre peut-être un peu plus considérées ou surveillées? Bah, moi ce sur quoi je travaille, je te disais avec tout ce qui est ces vecteurs d'attaque de façon un peu préventive de savoir ok bah aujourd'hui t'as eu X wallets qui ont été attaqués et de savoir en fait que c'est un vrai truc dans lequel on peut tous tomber. Donc c'est une technologie qui est encore un peu naissante, qui est encore un peu jeune. Donc voilà, avoir ces data en préventif, je trouve que c'est très important parce que le secteur il est pas sans faille et que faut le mettre en avant pour ses qualités comme ses défauts. Et aujourd'hui, l'utilisation est pas forcément encore à un point où tu peux facilement éviter ces problèmes. Je pense qu'un jour on aura, tu vois, ton application, je sais pas, équivalent d'une banque, je sais pas quoi, un Lydia, etc. T'en as des Daimo, des trucs dans le genre. Où en fait, tu réfléchis même pas, mais l'UX est assez simple Et Web pour 2 pas que et le backend et Web 3. exactement. Et du coup, t'as pas de réflexion sur est-ce que je peux faire une connerie. Je pense qu'un jour on arrivera là-dessus, mais ça prend du temps, pour mettre le système en place. Ça prend un peu trop de temps, vu les fonds qui sont déployés à mon sens. Mais est-ce que tu as des dApps, des applications, des dApps, des protocoles, des narratifs qui te parlent spécialement en ce moment? En ce moment, je regarde un peu bah, tout ce qui est SocialFi, qui veut tout et rien dire en soi. Ça va de Farcaster à Lens, comme à Friendtech, J'ai vu que comme Farcaster avait à beaucoup levé d'ailleurs. ouais, je crois qu'ils ont fait Ouais, ils ont levé de 50 Paradigm récemment, je ou un crois. truc énorme, je crois. Et en fait, oui, je pense que c'est des secteurs qui sont très intéressants parce que moi, dès qu'il y a un nouveau secteur en fait dans la crypto, je suis très intéressé et je passe du coq à l'âne.
Et c'est un secteur qui aujourd'hui a beaucoup d'expérimentation. On ne sait pas encore forcément ce qui va marcher long terme, mais j'aime bien cette phase d'expérimentation où on essaie des trucs. Et t'as des devs qui se tuent à avoir des trucs en production pour qu'on puisse au moins voir concrètement, ok, si on fait ça, bah est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et en fait, en itérant là-dessus, et ben un jour on trouvera des applications qui ont du sens comme possible. Mais tu vois, c'est tout ce travail de recherche, je trouve ça très très intéressant. Et c'est quoi la DAB que toi tu utilises le plus en dehors de Dune? La DAP que j'utilise En dehors de le l'analyse plus, on-chain, tout court. c'est une bonne question. En ce moment, je joue sur Fantasy, donc j'ai mon deck et je suis ça fun parce que du coup, elle requiert plus d'activités régulières parce que t'as des trucs, des check-in tous les jours, etc. Mais en fait, je trouve ça marrant. Ça change un peu du DAP traditionnel où tout est assez, ça reste très financier bien sûr, mais tout est financier en premier. Alors que là, je trouve que c'est un peu fun, c'est un peu comme, en fait, c'est Sorare avec Des personnalités crypto, quoi. des personnalités Twitter. Et je trouve que c'est cool, ça le rend les choses un peu fun. J'aime bien des choses nouvelles qui pop up. Je pense que le gaming est encore, tu vois, on n'a pas encore trouvé l'utilisation encore hyper qui reste de le gaming en crypto. Il y a eu plein de tentatives, il y a eu des fonds levés énormes là-dedans, et c'est pas un secteur encore où en fait on essaie trop d'adapter les anciens jeux sur des nouveaux protocoles plutôt que de repenser, je pense, à façon de base, ok, en utilisant la crypto, qu'est-ce qu'on peut faire de ça plutôt que essayer de recopier ce qu'on a d'avant. Bah écoute, je te remercie pour ton temps et surtout d'avoir accepté l'invitation aussi vite et de nous partager tout ça. Franchement, hyper apprécié. Je laisse peut-être le mot de la fin pour les gens qui sont restés jusqu'au bout. Merci beaucoup. Si jamais ça vous intéresse toute la data, je vous propose de me suivre sur Twitter où je publie le plus possible, de toute façon à ce que tout ce que j'analyse, tout le monde y a accès. Et il y a tout un écosystème de gens comme moi qui publient, et je vous conseille fortement de les suivre parce que c'est hyper intéressant si jamais vous intéressez de près ou de loin au secteur. Bah écoute, je mettrai en description et en commentaire épinglé ton Twitter, ton profil Dune et aussi quelques dashboards qui te tiennent à cœur, comme ça vous pourrez checker de vous-même et les utiliser au quotidien comme je le fais notamment sur les ETF BTC. Merci à toi, c'était Picsou, on se retrouve très vite.